Bonsoir, amis de l'horreur, et bienvenue dans Cinéma Interdit, votre émission qui s'attarde sur les films inconnus chez nous, interdits, bannis ou jamais distribués pour des raisons diverses et variées. Et aujourd'hui, honneur à la majorité de mes abonnés, puisque nous allons parler d'un film français. Et le film en question est un petit peu particulier, je ne vous le cache pas. Loin d'être choquant, dénué de la moindre ambiguïté ou discours engagé, il a cependant été carrément interdit durant quelque temps en Angleterre, injustement inclus parmi les fameux vidéos nasty. Passons ensemble cet étrange cas au peigne fin, comme ma magnifique chevelure. Mesdames et messieurs, c'est parti pour Terreur cannibale. Générique. Nous sommes à la fin des années 70, début 80. Umberto Lenzi, Ruggero Deodato ou encore Joe D'Amato ont ensemble réussi à rendre un tout nouveau style de film d'exploitation extrêmement populaire en Italie, les Cannibal Movie. Ces œuvres se ressemblent toutes un petit peu. Nous y suivons des personnages en expédition dans une jungle profonde en Asie, en Amérique latine, en Océanie ou en Afrique, qui vont se retrouver aux prises avec une tribu d'indigènes féroces, mangeurs de chair humaine. Souvent très gore, ces films sont l'occasion de montrer à l'image des scènes d'une rare violence, ainsi que des moments de nudité gratuite et lancèrent donc une véritable mode, un mouvement du cinéma d'horreur italien qui atteindra plus ou moins son sommet avec Cannibal Holocaust en 1980, que l'on peut voir comme l'étendard de ce courant. Nous sommes ici en plein dans le cinéma d'exploitation, donc forcément, qui dit nouvelle mode populaire, dit inspiration, copie et cinéaste opportuniste. Car oui, des dizaines de réalisateurs s'essayeront au Cannibal Movie, histoire de s'accaparer une part de ce gâteau jusqu'à ce qu'il n'en reste plus la moindre miette. Cela nous aura donné des œuvres de qualité très variables, comme, bien sûr, Terreur cannibale. Nous devons ce petit bijou à Eurociné, une compagnie bien française gérée à l'époque par l'ancien forain Marius Lesoeur et son fils Daniel Lesoeur, qui, pendant plusieurs décennies, s'était spécialisé dans la production de films d'exploitation à très petit budget, la plupart du temps cofinancés par des boîtes étrangères. Nous leur devons donc certaines curiosités comme un bon nombre de longs métrages de Jess Franco, l'un des papes du bis, si j'ose dire, ou du français Pierre Chevalier. D'ailleurs, en 1980, Jess Franco réalise Mondo Cannibale pour Eurociné, une petite peloche qui tente de surfer sur le succès du Cannibal Movie, mais qui, du propre aveu de son réalisateur, sera l'un des pires films en termes de qualité de toute cette vague, qui comporte pourtant de sacrés navets. Et j'aurais pu choisir ce film, mais j'ai mieux encore. Il faut savoir que pour économiser de l'argent, Eurociné a tourné non pas un, non pas 2, mais 3 films de cannibales en même temps ou presque. Les 3 utilisaient les mêmes décors, les mêmes figurants, pour vous donner une idée de l'ambition artistique qui se cachait derrière ce projet. Bien sûr, le seul avantage d'une telle procédure, c'est d'économiser des sous. D'ailleurs, Jess Franco ne l'apprendra que plus tard et sera furieux que d'autres films aient réutilisé ses décors et ses figurants, puisque ça faisait perdre encore un petit peu plus de crédibilité à son œuvre, qu'il n'estimait déjà pas des masses, faut bien l'avouer. Et bien évidemment, l'un des 2 autres films en question sera Terreur cannibale. Le réalisateur choisi sera le français Alain de Ruelle, un habitué de cinéma porno, qui signera d'ailleurs ici l'une de ses rares incartades, et qui cachera sa honte derrière l'un de ses nombreux pseudonymes, en l'occurrence Alan W. Steve. Et comme vous vous en doutez, quand un réalisateur prend un pseudo pour signer son film, c'est rarement bon signe. Surtout quand c'est la toute première fois qu'il utilise le surnom en question, et qu'il ne l'utilisera plus jamais par la suite. Le pitch de départ officiel vendrait déjà du rêve, vous serez certainement d'accord avec moi. Après avoir bâclé l'enlèvement d'une petite fille, 2 criminels se cachent avec leur victime dans la maison d'un ami, au beau milieu de la jungle. Après que l'un d'eux ait violé la femme de leur ami, ils sont abandonnés pour être dévorés par une tribu d'indigènes cannibales en guise de punition. Vous constaterez que le bon goût est bien présent. Cannibalisme, viol, humiliation, 2 criminels stupides en guise de personnages principaux, mais bizarrement, vous risquez de bien vous marrer devant.
Déjà, le film transpire le manque de budget et la débrouille, et l'équipe l'a terminé tant bien que mal, mais souvent plus mal que bien. Entre les uniformes de soldats qui ne sont absolument pas convaincants, la soi-disant forêt tropicale au beau milieu de nulle part qui est en fait un petit bout de campagne espagnole dans lequel on voit parfois passer une petite voiture, les doublages involontairement hilarants, et ce peu importe la langue dans laquelle vous le regardez, ou les effets gore réalisés à base de saucisses de Francfort et de ketchup, qui, pour la petite histoire, auront causé quelques crises de vomissement aux pauvres figurants, vous aurez de quoi rigoler, croyez-moi. Mais le pire, ou le meilleur, selon comment vous vous positionnez par rapport au nanar, ce sont bien sûr ces incroyables indigènes, absolument pas typés, parfois blancs comme des cachets d'aspirine, ces soi-disant indigènes arborent fièrement des coupes de cheveux modernes pour l'époque, toutes différentes les unes des autres, et semblent soit bien se marrer sur le plateau, soit se demander ce qu'ils foutent là. On a bien tenté de les maquiller pour faire penser à des peintures de guerre, probablement, mais vu qu'on a visiblement utilisé de la gouache, on a plus l'impression d'assister à un spectacle pour enfants ou une fancy fair. D'ailleurs, pour que je ne sois pas le seul à me marrer, voilà une rare photo de moi en tant que cannibale. Je vous laisse juger dans les commentaires si c'est plus crédible que les indigènes de Terreur Cannibale. Mais bien sûr, le ridicule ne s'arrête pas là avec Terreur Cannibale. Nos fameux indigènes, censés être habillés comme tels, portent parfois des vêtements modernes comme des sous-vêtements bleus ou, plus souvent et plus fou encore, des chaussures, comme ces espèces de Converse chez ces enfants qui sont très visibles dans le cadre, ce qui ne semblait pas gêner Deruel plus que ça. Alors, évidemment, le budget était vraiment très faible pour cette production. Mais soyons honnêtes 2 minutes. Ce n'est pas à cause du budget si certains indigènes portent des chaussures, bordel! Encore une fois, pour Deruel, c'était une grande première en dehors du cinéma porno, et pour cette occasion, il ne s'est pas occupé que de la réalisation. Il était aussi responsable des lumières, du cadrage, et apparaît même dans le film. Car oui, tous les techniciens devaient également jouer des petits rôles, toujours dans l'idée de diminuer les coûts de production du film. Aussi, le scénariste n'avait écrit que les grandes lignes de l'intrigue, et donc aucun dialogue. Les comédiens devaient donc les improviser directement durant le tournage, sauf qu'ils ne savaient pas improviser, et ont donc, la plupart du temps, préféré garder le silence. Et lorsque certains dialogues ne plaisaient pas à Deruel, ils étaient parfois conservés et retournés en post-production, ce qui nous donne parfois des conversations vraiment très peu naturelles, durant lesquelles les répliques fusent beaucoup trop rapidement pour être crédibles, ce qui est aussi valable pour les doublages en langue étrangère. What's your name? Lawrence Deauville. Deauville, like the cars. My daddy builds them. What's your name? Me? Lena. D'ailleurs, on en parle de cette voix d'enfant? Parce que voilà, moi aussi, là tout de suite, je suis devenue une petite fille de 8 ans. L'illusion est parfaite. Vous avez presque envie de m'offrir des bonbons pour m'attirer à l'arrière de votre fourgon dégueulasse afin de me... Bref, vous avez compris. Terreur Cannibale n'a pas grand-chose de terrifiant. Les producteurs, radins sur les bords, y sont pour beaucoup. Et ils mettaient la pression à Deruel pour qu'il finisse le film le plus vite possible. D'ailleurs, le film fut projeté à Cannes. Et, du début à la fin, le public se marra comme pas possible. Très sympa qu'il est, Daniel Le Seur monta alors sur scène et appela Deruel à le rejoindre, avant de le présenter comme le responsable de ce ratage complet et de participer ensuite aux moqueries générales qui fusèrent sur le pauvre réalisateur, qui, vous pouvez vous en douter, n'apprécia pas des masses. Enfin bon, tout ça, c'est très marrant, ha ha ha, on rigole bien, mais vous devez vous demander pourquoi je parle de ce nanar incroyable dans Cinéma Interdit. Eh bien, je vais vous l'expliquer. Dans les années 80, plusieurs entités se sont lancées dans une véritable chasse aux sorcières. Des associations de spectateurs, des représentants religieux, des politiciens et des journalistes s'offusquèrent des sorties en vidéo de certains films qu'ils jugeaient trop violents et aptes à corrompre des groupes de spectateurs plus faibles, comme les enfants par exemple. Ces œuvres furent appelées les vidéos nasty, ou vidéos méchantes si vous préférez. Plusieurs classifications différentes furent réfléchies pour ces films et j'en retiens principalement 3. Les films poursuivis pour obscénité et pour lesquels les producteurs distributeurs et même les revendeurs risquaient d'être condamnés, ceux qui pouvaient être poursuivis mais qui ne le furent pas, et ceux qui ne devaient pas être poursuivis mais dont les copies pouvaient être confisquées par la police sans entraîner pour autant de poursuites judiciaires. Le pire étant que cet élan de censure, parce qu'il n'y a pas d'autre mot, forcément, s'est considérablement amplifié après que les distributeurs locaux de Cannibal Holocaust eurent envoyé une lettre anonyme à Mary Whitehouse de l'Association nationale des spectateurs et auditeurs pour se plaindre de leur propre film, dont le but de générer du buzz et de la promo gratuite. On peut dire que ça s'est retourné contre eux car Cannibal Holocaust est devenu l'un des symboles de la lutte contre les vidéos nasty. Et malheureusement pour Terreur Cannibale, il y eut des balles perdues. Tous les films qui contenaient le mot cannibale dans leur titre furent automatiquement mis sur les listes des vidéos nasty, comme si ceux qui confectionnaient ces listes ne voyaient même pas forcément les films qu'ils interdisaient eux-mêmes. Mais c'est impossible, bien sûr. Personne ne jugerait ou n'interdirait un film sans même l'avoir vu. C'est du bon sens.
Et pourtant, nous serons tous d'accord pour dire que Terreur Cannibale, dont les très rares scènes gore étaient très clairement factices et qui proposait les scènes de sexe les moins éloquentes du monde, en plus d'être elles-mêmes très rares, était inoffensif. Terreur Cannibale fut donc jugé uniquement sur son titre et fut interdit à la distribution pendant des années, durant lesquelles seule une version censurée fut mise en circulation en Angleterre. Une version censurée de Terreur Cannibale ? C'est quasiment un épisode de Hélène et les garçons en fait. Ce n'est finalement qu'en 2003 qu'une version non censurée put enfin être mise en circulation en Angleterre, et qu'enfin, les Britanniques ont pu découvrir ce chef-d'œuvre. Bon, je suis ironique ici, bien sûr, mais Terreur Cannibale est un nanar très connu et apprécié par les amateurs du genre, et est un cas d'école. Tout ce qu'il faut éviter de faire lorsque l'on réalise un film, De Ruel l'a fait pour Terreur Cannibale, ce qui en fait un objet d'étude plutôt intéressant. En plus d'un divertissement désopilant, bien sûr. Mais surtout, c'est un parfait exemple des dérives de la censure à outrance, puisque celle-ci va jusqu'à interdire une œuvre quasiment inoffensive, encore une fois, lorsqu'elle est lancée à plein régime et qu'on lui donne du pouvoir. Un parfait symbole pour tous ceux qui, comme moi, sont totalement contre l'idée même de censure. Des dizaines et des dizaines de films ont été classés comme vidéo nasty. Certains distributeurs ou revendeurs ont été condamnés pour avoir participé à leur mise en circulation. Et même si certains méritaient très clairement une interdiction au moins de 18 ans, par exemple, on ne peut que déplorer le mal que ce genre de restriction a pu faire à tout un pan du cinéma, voire de la culture en elle-même, et a clairement contribué à donner une mauvaise image du cinéma d'exploitation ainsi que des films d'horreur dans l'inconscient collectif de milliers de spectateurs. Et si aujourd'hui les vidéos nasty sont de l'histoire ancienne, ce genre de censure continue d'exister un petit peu partout dans le monde. Et le cinéma interdit continuera de s'élever contre elle et de vous faire découvrir toutes ces histoires trop méconnues, pour le meilleur comme pour le pire. Et voilà. Cet épisode de Cinéma Interdit est déjà terminé, mais bien sûr, on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Et d'ici là, surtout n'oubliez pas, si vous avez peur, c'est que vous êtes toujours en vie.